Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on continue encore notre mois Quentin Tarantino. On est dans notre dernière semaine et là, on va entamer des vidéos peut-être un peu plus particulières. Je pense qu'ils vont beaucoup vous intéresser. Donc là, on va faire une vidéo consacrée à ces projets abandonnés, les fameux films que Quentin Tarantino n'a pas fait. Donc on commence avec en cinquième position Faster Pussycat Kill Kill, un remake du film de Russ Meyer, du classique j'ai envie de dire de Russ Meyer, hein, au même titre que Les Vixen. Faster Pussycat Kill Kill est sûrement l'un de ses titres les plus connus et reconnus pour son ambiance, son message sur la femme forte, sa critique sur les rednecks. Et quand Quentin Tarantino projette de faire un film remake donc de Faster Pussycat Kill Kill, je sais pas vraiment s'il était sérieux, s'il comptait véritablement le faire, surtout qu'il avait annoncé qu'il y aurait Britney Spears au casting. Je sais pas, mais en tout cas, il l'avait annoncé après sa période Grindhouse avec Boulevard de la Mort, et je pense aussi que l'échec de Boulevard de la Mort l'a amené à reconsidérer la question, et dans la mesure où il y avait ce fameux comptage de ces films, hein, il n'y en aura pas plus que 10, c'est vrai que d'avoir un remake dans sa filmographie, moi je pense que j'aurais été un petit peu déçu, même si la proposition n'était pas anodine. Et je pense qu'il aurait transcendé vraiment le matériau d'origine. Je pense qu'on aurait eu affaire limite à un meilleur film. Donc voilà, en cinquième position, un projet de remake de Faster Pussycat Kill Kill de Russ Meyer. En quatrième position, alors ça, ils en ont énormément parlé, la possibilité que Quentin Tarantino soit associé à la saga Star Trek. Alors, moi, quand on m'avait annoncé justement ce projet, je trouvais ça quand même plutôt particulier que Quentin Tarantino s'intéresse, donc même s'il aime cette saga, hein, s'il aime les Star Trek, qui s'intéresse à un projet en fait de franchise. Parce que dans la mesure où Star Trek c'est comme Star Wars, vous avez des codes établis, il y a quand même des choses attendues. Dans la mesure où Quentin Tarantino est toujours force de proposition et surtout sait nous générer de la surprise, je sais pas ce qu'il aurait fait en fait pour un Star Trek. Dans la mesure surtout où il refuse de tourner en numérique, je sais pas non plus comment ils auraient pu faire ce Star Trek avec un Quentin Tarantino, voilà, qui est pas très branché effets spéciaux. Donc est-ce que pour lui ça aurait été vraiment un défi justement de livrer un film à effets spéciaux, mais pareil, d'entacher sa filmographie, qui voilà, aussi courte soit-elle, avec un film aussi risqué, surtout que les fans de Star Trek auraient pu être mais complètement hermétiques à cette proposition. Et je pense que Star Trek est une saga au cinéma plus fragile que Star Wars, moins solide, hein, vraiment, parce que quand on voit par exemple les récents, l'accueil qui a été réservé au Star Trek de J.J. Abrams ainsi qu'à sa suite Into Darkness, et qu'on voit le four qu'a subi le troisième film qui a suivi, hein, qui était plus réalisé par J.J. Abrams, euh, Tarantino, c'était peut-être pas une bonne idée qu'il s'engage là-dedans. Et en tout cas, de toute façon, finalement, ce projet d'un film Star Trek réalisé par Quentin Tarantino est tombé dans les limbes. Et là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, c'était pas plus mal. En troisième position, Vega Brothers, aussi appelé Double Vega. Alors, ce projet est connu de tous les fans de Quentin Tarantino, hein, les Vega Brothers. Il s'agissait d'une aventure où on suivait les personnages donc, de Vincent Vega, donc le personnage interprété par John Travolta dans Pulp Fiction, et de son frère Vic Vega, qui lui venait de l'univers de Reservoir Dogs et qui était interprété par Michael Madsen. Et en fait, on devait voir, en gros, les deux frangins travailler ensemble dans cette aventure-là, toujours interprété par Michael Madsen et John Travolta. Le problème qui s'est posé avec ce projet, c'est que déjà, il était censé refermer une trilogie du banditisme qui, pour moi, était déjà refermée avec le film Jackie Brown. Mais surtout, Quentin Tarantino se retrouvait au problème
voilà, que n'importe quel réalisateur aurait rencontré, bah, ces acteurs vieillissent. Et dans la mesure où dans Reservoir Dogs et Pulp Fiction, ils décèdent, c'était forcément antérieur. Donc même avec des effets de maquillage, au moment où ils voulaient le faire, hein, donc allez, fin années 90, c'était difficile. C'était difficile. Alors vous me direz maintenant, il y a le rajeunissement numérique. Est-ce que Quentin Tarantino ne serait pas en capacité, dans la mesure où Travolta et Michael Madsen sont toujours vivants, est-ce qu'il ne serait pas en capacité de faire quand même ce Vega Brothers? Et pour moi, en fait, je ne pense pas, parce que pareil, cet attrait au numérique, hein, autant on peut le retrouver chez un Spielberg ou un Robert Zemeckis, autant chez Tarantino, pour moi, c'est pas son truc, c'est pas son truc. Et puis Vega Brothers, plus les années avançaient, plus ça aurait été un retour en arrière au niveau de sa filmographie, de revenir sur ces personnages-là. Et même si je suis très déçu que ce projet ne se soit jamais fait, hein, il aurait pu aussi engager des acteurs plus jeunes, euh, voilà, ça restera, je pense, l'un des projets les plus attendus de Quentin Tarantino qui finalement ne s'est jamais fait. En deuxième position, bah, l'autre projet ultra attendu, le Kill Bill volume 3. Alors comme je vous ai déjà expliqué dans les vidéos sur Kill Bill, Quentin Tarantino considère que Kill Bill volume 1 et volume 2 font bel et bien partie, enfin sont un seul et même film, hein, d'une durée de 4 heures. Et pour lui, en fait, ce Kill Bill volume 3, il l'a envisagé, il en a parlé très régulièrement, une espèce de suite où on aurait suivi le personnage donc de la fille de Béatrix Kiddo, hein, donc la mariée, qui devrait justement combattre la fille de son ennemi qui était tué au tout début de Kill Bill volume 1. Et une petite fille qui assistait justement à la mort de sa mère et qui, bah, voilà, même si on ne la suit pas pendant tout le reste des 2 volumes de Kill Bill, préparerait sa vengeance des années plus tard. Et donc voilà, ce sera un affrontement entre les deux filles. Il y aurait eu le retour de Helldriver qui sera aveugle du coup, hein, vu qu'elle elle se fait crever le deuxième œil dans Kill Bill volume 2. Enfin, moi, c'est un projet qui m'a jamais vraiment hypé quand il y avait des infos qui fuitaient par-ci par-là, où Tarantino revenait sur le sujet, donnait un peu de détails sur ce qui pourrait être le synopsis de ce Kill Bill volume 3. Il était même question d'un volume 4, c'est-à-dire encore une fois un film séparé en 2 parties. Et donc pour moi, il y a 2 facteurs qui font que Kill Bill volume 3 ne s'est pas fait, et donc, comme l'a annoncé Tarantino, ne se fera jamais. Le facteur numéro 1, je pense que c'est que Tarantino n'avait plus rien à raconter concernant cette histoire, que la conclusion de son volume 2 bah, est parfaite comme ça, et qu'on pouvait très bien laisser à l'interprétation, voilà, les spectateurs s'imaginer une éventuelle suite des événements. Euh, je trouve que l'argument en fait de ce Kill Bill volume 3 était trop léger pour moi. Je trouvais par rapport à à la motivation de la mariée dans les 2 volumes qu'on a connus de Kill Bill, je pense que cette histoire de fille qui veut se venger, qui va combattre la fille de l'autre, etc. Je sais pas, je trouvais ça m'a jamais vraiment hypé en fait ce projet Kill Bill volume 3. Et la deuxième raison, surtout pour moi, c'est que lors du tournage de Kill Bill volume 2, il s'est passé donc un incident qui a été rendu public pendant l'affaire Weinstein, que Quentin Tarantino aurait fait prendre des risques inconsidérés à Uma Thurman, hein, les images sont disponibles si vous cherchez bien, une scène où elle doit conduire un véhicule à toute allure sur une route voilà, très limite, et bien sûr arrive ce qui doit arriver, la voiture percute quelque chose, Uma Thurman se blesse, et même si toute l'équipe réagit sur le coup, elle annonce, avoir eu la peur de sa vie, surtout qu'à ce moment-là, elle est enceinte. Et les risques que lui a fait prendre Quentin Tarantino sur cette séquence, et surtout le fait que les Weinstein aient bien mis cette affaire sous le tapis, puisqu'on n'en a pas du tout entendu parler de qui que ce soit pendant la promotion de ces fameux Kill Bill, alors que l'incident s'était bel et bien produit. Je pense que Uma Thurman, qui était voilà, la muse de Quentin Tarantino, hein, comme il le disait,
Dans la mesure où on ne la voit pas réapparaître du tout dans les films suivants de Quentin Tarantino, je pense que sa relation avec Quentin Tarantino de toute façon était consumée à partir de ce moment-là. Donc de toute façon, l'implication d'Uma Thurman dans les futurs Kill Bill, il y avait peu de chances qu'elle le fasse. Et c'est pour ça que je pense que les projets Kill Bill, de toute façon, les suites, voilà, Kill Bill volume 3 ou même un volume 4, sont tombés dans les limbes aussi parce qu'il n'avait pas de solution. Et que de toute façon, le public attendrait le retour de Beatrix Kiddo et donc d'Uma Thurman. Au niveau des mentions honorables, il a été question d'un film qui s'appelle Killer Crow. Petit projet qu'il avait envie de faire suite à Inglourious Basterds, où en fait on aurait suivi une équipe d'Afro-Américains, voilà, pendant cette Seconde Guerre mondiale, également chasseurs de nazis. Et on aurait même revu le personnage d'Eli Roth, donc l'ours brun, pour justement faire le lien entre les deux films. Alors, dans la mesure où ce projet, il avait un petit peu annoncé après Django Unchained, et vu le tollé qui s'est pris concernant son utilisation du mot en haine, et sa représentation aussi de l'esclavagisme qui a été critiqué, donc, comme je vous disais, par des personnes comme Spike Lee, entre autres. Je pense qu'il s'est pas engagé sur ce terrain-là. Je pense que c'était pas une mauvaise idée. Et de toute façon, j'ai envie de dire, ce même Spike Lee a proposé déjà 2 films dans cet esprit-là. Donc, il y avait Miracle à Santa Ana, très intéressant, qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous en avez un qui, lui, euh, se passe dans nos années à nous, où des personnes retournent au Vietnam pour récupérer justement un magot, et ça s'appelait Da Five Bloods. Celui-là, je vous le conseille, il était très très bien. Donc voilà, je pense que le projet Killer Crow, voilà, c'était pas forcément ce que Quentin Tarantino avait de mieux à faire non plus au niveau de sa carrière. Je pense que c'est pour ça que ce projet est tombé très très vite dans les limbes. Il y a un autre projet qui est tombé très très vite dans les limbes aussi, c'était pas mal, c'était pas plus mal, pardon. C'était un projet de remake de Reservoir Dogs. Il avait envisagé, donc après Once Upon a Time in Hollywood, de faire un remake de son premier film afin de boucler la boucle. Alors dans la mesure où on avait déjà les 8 salopards qui pour moi étaient une sorte de nouveau Reservoir Dogs, mais dans un autre univers, hein, l'univers du western, mais on avait ce format huis clos avec un peu à la Cluedo, savoir qui a fait quoi. Je pense que c'était pas hyper intéressant de faire un remake de Reservoir Dogs et ça n'aurait fait que peut-être faire du tort au film original, comme je vous l'avais déjà dit, la manière de filmer de Quentin Tarantino a évolué, a changé, et je pense qu'un remake de Reservoir Dogs n'aurait fait que faire vieillir le matériau d'origine. Donc je trouve que c'était pas une bonne idée du tout. Et le projet le plus incongru en mention honorable, hein, je peux vous dire, hein, où voilà, il en a parlé, mais c'est pas parti vraiment plus loin, c'était une version de Dracula par Quentin Tarantino. Alors là, c'est pareil, je vois pas trop ce que ça aurait pu donner. Un film à costume, très bavard du coup, mais je pense avec des éclats de gore. Je pense que ça aurait pu être, je sais pas, le projet Dracula par Quentin Tarantino, ça aurait pu donner quelque chose de sympa. Bon, bien sûr, ça ne se fera pas, mais j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de voir ce que donne du Tarantino avec des vampires, même si on n'est pas dans l'ambiance classique d'un Dracula, je vous renvoie à Une nuit en enfer de Robert Rodriguez, hein, parce que vous avez des dialogues de Tarantino et vous avez des vampires, même s'ils ont une forme un petit peu plus modernisée, enfin différente de celle qu'on s'imagine dans les Dracula, c'est une proposition qui peut se rapprocher de ça. Et peut-être que ce projet de Dracula n'est pas allé plus loin que ça non plus, parce qu'il aurait été comparé justement à son travail effectué sur Une nuit en enfer. Et en première position, alors moi le projet, par contre voilà, qui m'a hypé énormément, hein, comme vous tous, je pense, c'est ce fameux The Movie Critic. Alors un film qu'il a complètement abandonné parce qu'il est... Vous voyez, c'est ça qui est... pourquoi est-ce qu'il y a autant de projets abandonnés aussi chez Tarantino? C'est cette règle en fait des 10 films qui s'est imposée à lui-même. Le met dans une position très très compliquée à l'heure actuelle, et dans la mesure où il en reste plus qu'un à produire, il faut vraiment qu'il soit excellent ce film. Et The Movie Critic, pour lui, a priori, n'était pas ce dernier film qu'il était censé livrer. Mais le projet The Movie Critic, lui, donc on suivait a priori dans ce projet un critique de cinéma
qui évolue du coup dans les années 70 et qui se retrouve confronté à plein de situations différentes dans un cinéma. Donc là, on n'en savait pas vraiment plus sur ce projet, hormis que c'était quand même un petit peu bancal. On ne savait pas du tout de quoi ça allait parler, vraiment. Qu'est-ce qui allait se passer pendant 2 heures de film, quoi. Qui allait être impliqué dans le casting, vraiment, là, Tarantino était plutôt hermétique hein, concernant le fait de livrer des informations là-dessus, jusqu'à ce qu'il annonce carrément qu'il abandonne le projet. Et ça, je trouvais ça très très dommage. Et en même temps, je me disais, est-ce que The Movie Critic serait aussi bon que Il était une fois Hollywood ou ce qui a précédé? Là, il faut vraiment que Quentin Tarantino sorte du très lourd, que ce soit limite son chef-d'œuvre ultime, un peu comme je vous disais dans la vidéo sur Once Upon a Time in Hollywood, un peu comme son Il était une fois en Amérique à lui, terminé sur un film magistral. Et je pense que The Movie Critic n'était pas destiné à être ce film magistral. Alors depuis, il y a de très bonnes nouvelles hein, concernant The Movie Critic, puisque le projet a été repris en main par David Fincher, à la demande de Brad Pitt. Hein. Donc on retrouve apparemment dans ce film, The Movie Critic, le personnage de Brad Pitt, donc de Once Upon a Time in Hollywood, qui évolue du coup dans les années 70, qui est devenu critique du coup pour une revue et qui va rencontrer toute une flopée de personnages. Et donc c'est Brad Pitt qui, à la lecture de ce script, lui ne voulait vraiment pas s'en défaire et a proposé à Tarantino voilà, que David Fincher reprenne la main sur ce projet-là, le réalise lui-même. Et ce qui est cool, c'est que Tarantino ait dit oui en fait. Donc dans la mesure où il n'avait pas lui-même livré un scénario depuis la grande époque, hein, True Romance, Tuerney, moi je trouvais ça quand même plutôt réjouissant cette nouvelle. J'adore David Fincher en plus, donc même si je pense que ce ne sera pas totalement du Tarantino, hein, puisqu'on est chez David Fincher, il va quand même y avoir quelque chose de différent au style Tarantino, mais le scénario il est là. Donc reste à voir si David Fincher va bien respecter ce scénario, ces dialogues, cette dynamique Tarantino, ou si on va être face à un film je vais pas avoir en comparateur mais voilà, une autre vision de ce qui a pu être écrit Quentin Tarantino. Donc voilà, je voulais revenir avec vous sur ces projets abandonnés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a certains projets, vous regrettez terriblement qu'ils ne les aient pas faits, ou si vous avez entendu parler d'autres projets que je n'ai pas cités ici. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On continue notre mois spécial demain avec une petite surprise, le jeu vidéo Reservoir Dogs. Qu'est-ce que ça donne? Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. À demain.